Même si la météo annonce de faibles précipitations, la canicule ne démord pas à Cotonou. Nous sommes à 32 degrés de température, 28 février 2024. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. 28 février 2024, tout le Bénin se souvient de la conférence nationale des forces vives de la nation, exactement 34 ans aujourd'hui qu'elle se refermait à l'hôtel PLM à Ledjo de Cotonou. Suivez dans cette édition un résumé des grandes décisions qui ont émané de ces assises. Dans la partie 3 de notre feuilleton sur les traces de Finaillon, personnage principal de l'ouvrage Les Aventures de Finaillon, nous vous invitons à redécouvrir quelques morceaux de texte qui vont sûrement raviver les souvenirs scolaires de plus d'un. Et puis, ce 1er mars 2024 marque le début de la phase répressive de porte-casque et autres infractions routières. Il est en effet prévu qu'aucun motocycliste et son passager ne circulent s'ils ne portent pas leur casque. Quel est le niveau de préparation des populations à Cotonou et à Calavi? Vous en saurez davantage dans cette édition. À nouveau, bonjour. Il y a exactement 34 ans que la conférence des forces vives de la nation se refermait à l'hôtel PLM à Ledjo de Cotonou. Le 28 février, date de clôture, a été une journée décisive. C'est en ce jour que le rapport général des travaux a été lu. La souveraineté de la conférence a été effectivement constatée par tous les délégués. Suivons un résumé des principales décisions de cet événement, point de départ de la nouvelle République du Bénin avec William Cléquant. Parce que la nuit s'est dissipée et que l'aube nouvelle rayonne. Au travail, mes amis, nous avons vaincu la fatalité. C'est une des phrases fortes de la conférence des forces vives de la nation. Un bout du discours d'Albert Evoidjre donnant lecture du rapport général des travaux. Les 10 jours n'étaient pas de tout repos, aucune certitude non plus sur l'issue des travaux, avec les différents rebondissements des débats. Mais en conclusion, la conférence marquant la fin du règne du marxisme-léninisme a atteint son but en décidant de déclencher le processus d'élaboration d'une nouvelle constitution comportant le multipartisme. Elle refuse de s'en tenir à un rôle consultatif. La conférence souveraine élabore de nouvelles institutions politiques. Mathieu Kérékou accepte le compromis. Il reste en fonction durant la période de transition, mais la loi fondamentale de 1777 est abrogée. La création d'un poste de Premier ministre est actée avec l'élection de Nicéphore Soglo. Il est désigné chef du gouvernement de la période transitoire. Nous prouvons une fois de plus que quand une nation connaît des difficultés, elle trouve dans cette réforme l'énergie et le courage nécessaires pour affronter les difficultés et faire face à l'avenir. La conférence nationale décide aussi de la création du Haut Conseil de la République pour faire office de Parlement de transition. Voilà, ce 1er mars 2024 marque le début de la phase répressive de port de casque et autres infractions routières. Il est en effet prévu qu'aucun motocycliste et son passager ne circulent s'ils ne portent pas leur casque. Justement, comment s'apprêtent les usagers de la route de Cotonou et environ pour être à jour avant la date butoir? Une équipe de la rédaction conduite par Florence Bossa s'est rendue sur les points de vente de casques. Suivez le constat à faire sur place. C'est l'ambiance qui règne ces derniers temps chez ces vendeurs de casques de moto. Nous sommes en plein cœur du marché d'Antokpa. Ici, sur cet espace marchand, les acheteurs de casques viennent au compte-gouttes. On est en train de vendre ça un peu. Ils sont en train de venir, c'était en gros 1 à 1, 1, 2, 3, 5 cartons, tu vois. Normalement, ils doivent faire quoi acheter parce qu'ils ont déjà lancé la campagne de casque. Mais quand ça arrive, le plus qu'il dit, ça nous ne connaissons pas devant quoi. Ces rares acheteurs sortis pour s'en procurer se conforment à la réglementation routière avant la répression annoncée par la police républicaine. C'est casque bétier parce qu'il paraît que 1er mars fifia mais comme ton casque au lado pour éviter que les policiers au lado mitent.
Maintenant, il paraît aussi que c'est un peu cher. Donc, je pense que je vais aller encore revenir pour voir. Je suis venu demander le prix d'abord. C'était aussi de casque pour mon garçon qui est en classe de CP. Et vu que les répressions vont bientôt commencer. Pour les conducteurs de taxi-moto rencontrés dans la ville de Cotonou, la répression s'avère nécessaire au regard de la recrudescence des accidents et des risques d'insécurité routière. Nous sommes en train de se préparer, on est en train de se préparer pour comme l'argent ne sort pas d'abord. C'est à cause de ça, parce qu'il n'y a pas de clients. Moi, j'ai déjà mon deuxième casque pour ma femme ou mes enfants, au cas où nous allons sortir ensemble. Moi, je n'ai pas encore payé mon second casque. Mais si le chef dit que c'est nécessaire, je suis obligé de me conformer. La répression sur les axes routiers pour tout passager à moto et autres infractions démarre dès le 1er mars prochain. Ceci dans l'optique d'amener les usagers à adopter les comportements recommandés sur la route. Instant nostalgique de cette édition, les aventures de Finayon a été un outil de formation et d'éducation. Les tests qui meublent les 4 tomes rassemblent autant de thèmes familiers tels que la vie, les activités, les joies et les peines d'une famille rurale de la province de Lomé, aujourd'hui commune d'Avrancourt. Contrairement à ce qu'on aurait pu s'imaginer, ces tests ne révèlent pas de la fiction, mais ils relatent des faits réels. Dans cet épisode 3 du feuilleton, Finayon revient sur quelques tests saillants qui vont sûrement raviver les souvenirs scolaires de plus d'un. Voici les morceaux choisis que nous propose Emma Rodon. Il y a un test là, on dit un incendie à Sado. Là on dit au clos, au million, la maison de l'oncle à Gossou, voilà. Ça s'est passé ici, une nuit, où il y avait l'incendie. Vous savez que pour joindre le goudron, c'est difficile pour que les sapeurs-pompiers puissent arriver. Donc, vaille que la population a essayé d'éteindre ce feu. C'est dans Finayon 3. En plus de ça, il y a Dancy la vipère. Dancy, c'est la tante. C'est une tante de la maison. C'est une histoire que mon papa m'a racontée. Donc une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Dancy, c'est un adepte de serpent. Dancy, adepte de serpent. Dancy est allé dans la brousse, a vu une vipère, croyant que c'est Python, son serpent adoré. Donc Dancy a ramassé la vipère, arrivé à la maison, et elle a été mordue par cette vipère. C'est mon feu père qui m'a raconté l'histoire, que ça s'est passé dans notre concession. Maintenant, dans Finayon 4, il y a Finayon à l'aéroport. Ça aussi a marqué la vie de Finayon, ma vie, parce que c'est là que j'ai fait pour la première fois, je suis rentré pour la première fois dans l'avion pour faire le baptême de lait en son temps. Voilà. Il y a aussi à l'école, le premier jour, on conduisait Bossi à l'école, dans cette école où ma petite soeur pleurait. Je lis par exemple ici dans le livre En route pour l'école. Je vois sur l'image, je reconnais papa, je reconnais Finayon et Bossi, voilà. Et le chien Kanye. Donc le chien Kanye, il vous suivait pour aller à l'école? Le chien nous avait accompagnés et au retour, ça va sur papa pour retourner à la maison. Voilà. C'est le premier jour, Bossi devait aller commencer l'école pour la première fois, la rentrée. C'était ce jour. Et dans le via, quelque part, ils ont dit une récompense bien méritée. Une récompense bien méritée. Pour passer de CE1 au CE2, disons 3e année d'antan, 4e année, c'est ma tante, la tante Yomi qui m'avait dit, Finayon, si tu travailles, tu es premier de ta classe, je vais te donner une récompense. Donc, au cours de l'année, j'ai tout fait et j'ai arraché la première place et pour passer au CE2. C'est là que ma tante m'a donné une chèvre pour me féliciter. C'est là que c'est écrit dans le livre, une récompense bien méritée. Voilà,
Le syndicat national des instituteurs acteurs du développement pour une éducation de qualité au Bénin, SYNIADEC Bénin, a effectué mercredi dernier sa rentrée syndicale à la Bourse du Travail de Cotonou. Des bilans des années antérieures ont été faits et de nouveaux objectifs ont été fixés pour permettre aux membres du syndicat une mobilisation pour l'amélioration des conditions de vie et de travail des enseignants. Suivons le point de cette rentrée avec le secrétaire général du SYNIADEC Bénin. La rentrée syndicale, par exemple chez nous, c'est le lieu où nous faisons un débriefing de nos activités, où nous voyons ce qui a été fait l'année dernière et nous projetons l'année à venir. Donc cette année, par exemple, nous sommes penchés beaucoup plus sur la carrière des enseignants. Nous avons été beaucoup sollicités par les enseignants pour le suivi de leur carrière. Et au titre des dossiers que nous avons complètement achevés, comme je l'avais dit, nous avons achevé pour les enseignants 627 dossiers. C'est vrai que nous avons encore 22 dossiers sous la main, mais sans oublier la patate chaude que constitue le dossier des omis aux primes de rentrée que nous sommes en train de suivre et qui sera aussi complètement géré bientôt. Alors donc c'était un peu ça. Et pour l'année à venir, l'année 2024, nous avons également fait une projection. Le SYNIADEC Bénin fait déjà une bonne douzaine d'années. Nous avons travaillé suffisamment sur le territoire national et nous avons décidé cette fois-ci de nous ouvrir à la sous-région et à l'international. Donc 2024 pour nous, en dehors donc des dossiers qui concernent l'administration de notre ministère et ce qui concerne les enseignants en général, il y a des dossiers ou des tests législatifs qui sont là, donc des arrêtés de notre ministère que nous avons voulu maintenant attaquer à travers des plaidoyers et les lobbying. Attaquer parce que quand vous prenez l'arrêté qui régit aujourd'hui le mouvement du personnel, donc les mutations, ça exclut une bonne partie du personnel qui est aujourd'hui la majorité, donc les AME. Quand nous prenons également l'arrêté qui constitue le CAFCP ou le CAIP, les ACDP ne sont pas partie prenante. Donc ça les exclut également. Quand vous prenez également beaucoup d'arrêtés comme ça, que nous sommes en train il y a au moins 4 arrêtés dans notre viseur, et nous avons dit que cette année, nous allons combattre avec les moyens qui sont les nôtres, afin que l'administration puisse comprendre et savoir que ces arrêtés-là sont donc un peu caducs et qu'il faut donc les revoir. C'est après cela que déjà, il y a des démarches qui sont en train d'être menées pour que nous puissions véritablement aller à l'international et dans la sous-région. Nous avons mené des démarches vers des collègues syndicalistes de la sous-région et également des démarches sont en cours pour l'international. Plusieurs décisions ont été prises lors de cette rentrée syndicale, notamment l'analyse des performances, des projections pour cette nouvelle année, ainsi que la réaction des autorités face aux résolutions prises. Nous retrouvons le secrétaire général du SYNIADEC Bénin, Arnaud Agonga. Oui, vous savez, le syndicalisme aujourd'hui, il faut avouer que c'est un peu difficile dans les conditions qui sont les nôtres, avec toutes les lois que vous connaissez déjà. Ça fait que nous ne pouvons pas faire les mêmes syndicalismes comme hier, où il faut forcément battre le macadam, mettre des bandeaux rouges et prendre des branchages. Mais nous savons aujourd'hui quand même que pour avoir fait une douzaine d'années dans ce secteur, nous avons compris qu'il y a des failles administratives qu'on peut quand même utiliser. C'est vrai, quand nous prenons des résolutions, quand nous prenons des décisions, nous envoyons le mémorandum à l'administration pour leur dire voici ce que nous avons pensé faire avec vous pour le meilleur et le bonheur des enseignants. Et dès que des possibilités s'offrent, on nous appelle pour des discussions, pour des négociations. Et puisque nous-mêmes, nous avons été, que nous sommes encore membres de la commission des paritaire, lors des discussions, nous apportons donc ces débats-là en discussion pour que les enseignants en général puissent se sentir donc concernés et satisfaits.
Nous parlons des médias dans cette édition. Après un renforcement de capacité organisé à Grand Popo, l'Observatoire de déontologie et de l'éthique dans les médias est désormais matériellement renforcé. Une cérémonie de remise de divers équipements aux membres de la dite organisation s'est tenue ce lundi 27 février 2024 à Cotonou. Ce don intervient dans le cadre de la mise en œuvre du projet Média B. Suivez le point dans cet élément de Hugues Vingbe. Le projet Média B. Une cérémonie simple et express, mais pleine de sens. C'est ainsi qu'il conviendrait de qualifier cet événement qui a vu l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias être doté d'un lot de matériel électronique. Le don se compose de 2 ordinateurs portatifs, 2 écrans plasma, 2 climatiseurs et des accessoires d'installation. Chers éminents membres de l'ODEM, sans vous, le rôle des médias serait dévoyé. Sans vous, l'image des médias serait ternie. Votre rôle tient donc à faire tenir la nation. En vous faisant don de ces équipements cet après-midi, nous souhaitons contribuer à l'amélioration des conditions de travail des membres de l'ODEM que vous êtes. Tout en exprimant sa reconnaissance, le président de l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias rassure quant à la disposition de son organisme à relever le défi qui est le sien dans l'univers médiatique béninois. L'ODEM 9e mandature s'engage donc à pouvoir travailler résolument sur le suivi des médias, notamment sensibles aux questions de violence, de vivre ensemble, de sexisme et de genre, pour que la presse béninoise, dans sa qualité, puisse davantage rayonner. Ce geste s'inscrit dans le cadre de l'exécution du projet Média B et est réalisé avec le concours de plusieurs organisations partenaires, dont WeWorld et l'Union européenne. Média B, c'est mobilisation, éducation, dialogue et information au Bénin. Donc c'est un projet qui, à travers les médias, vise à promouvoir la paix et la cohésion sociale en professionnalisant les médias, en leur donnant les outils nécessaires pour une presse de qualité, parce qu'on l'a dit tout à l'heure, la communication en temps de crise est très importante pour promouvoir la paix. Et aussi, après les crises, il faut construire la paix. Et les médias jouent un rôle très important dans ces domaines-là. En vue de la réalisation de sa vision, Média B organise plusieurs activités, dont des concours nationaux et des sessions de renforcement de capacité des professionnels des médias. Le projet couvre les départements de la Liborie, du Borgou, de la Donga et de la Takora. Nous restons à l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias où les professionnels des médias du Bénin échangent sur le code de déontologie et d'éthique dans les médias. C'est un atelier qui porte sur la révision de cet outil qui sert de repère à la presse béninoise. À leur côté, pour approfondir les réflexions et enrichir les échanges, plusieurs partenaires dont l'Union européenne qui a cofinancé cette rencontre portée par le projet Mobilisation, Éducation, Dialogue et Information au Bénin, Média B. Ingrid Rachidi Soubérou. 25 ans déjà que le code de déontologie et d'éthique dans les médias sert de repère à la presse béninoise. Après tant d'années et avec l'avènement des médias en ligne, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias juge opportun d'actualiser cet outil. C'est à cet exercice que sont conviés ces professionnels des médias. Un exercice qui va leur permettre de mieux s'outiller pour relever les défis actuels et futurs de la presse. Le code de déontologie et de l'éthique dans les médias date de 1999. Entre 1999 et aujourd'hui, il y a eu l'explosion quand même des web TV, les réseaux sociaux. Est-ce que, en raison de cette explosion de ces nouveaux médias, il n'est pas opportun de voir si nous devons actualiser notre code? Nous devons véritablement prendre à cœur cet atelier et tout ce que nous aurons à faire ici pour que, au sortir de l'atelier, nous puissions véritablement avoir le sentiment d'avoir véritablement contribué à un travail qui se veut être de qualité. Dédié à la révision du code de déontologie et d'éthique dans les médias, l'initiative est portée par le projet Mobilisation, Éducation, Dialogue et Information au Bénin, Média B, et cofinancée par l'Union européenne. Elle est mise en œuvre
par un consortium de 4 ONG. Il s'agit de la Fédération des radios communautaires et assimilées du Bénin, Éducation, We World du Bénin et Observatorio di Pavia. Son objectif, renforcer les capacités des médias et leurs structures d'autorégulation afin de promouvoir la paix et la cohésion sociale au Bénin. Nous remercions l'Union européenne qui nous donne la possibilité de relire justement ce bréviaire, cette référence que nous utilisons aujourd'hui au regard des nouvelles technologies, au regard de la transmutation de la presse nationale et internationale, au regard donc de tout ce que nous pouvons appeler le paquet digital aujourd'hui qui transforme la pratique professionnelle du journaliste. Et donc, il est opportun de nous rasseoir donc, pour regarder de près ce que nous nous sommes donnés comme article, comme contenu, et l'adapter aux besoins du moment. Au menu de ce projet, une série d'actions. Au-delà de ces renforcements de capacités, le soutien aux productions des médias et des concours visant à créer l'émulation au sein de la presse sont aussi prévus. Après l'étape de Cotonou, l'Observatoire de la déontologie et de l'éthique dans les médias sera également aux côtés des professionnels des médias des autres communes du Bénin pour le même exercice. Cotonou accueille depuis la matinée de ce mardi un atelier de capitalisation des acquis du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest. C'est un projet financé sur 5 ans par l'Union européenne. Il a démarré depuis 2018 et est arrivé à terme pour mériter cet atelier bilan qui s'est ouvert à Azalaï ce mardi matin. Compte rendu à Rabalik Bara et Eider Rompevi. Les réflexions convergent ici autour du projet régional de dialogue et d'investissement pour le pastoralisme et la transhumance au Sahel et dans les pays côtiers de l'Afrique de l'Ouest, en acronyme PREDIP. C'est un projet financé depuis 5 ans par l'Union européenne qui vise entre autres objectifs de renforcer la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans 8 pays d'Afrique. Les participants à ce rendez-vous de Cotonou sont invités à faire le bilan du dit projet sur les 5 dernières années. Dans le cadre de la mise en œuvre de ces différents projets, d'importants progrès ont été enregistrés dans les domaines suivants. La production d'informations pour l'aide à la prise de décision, la promotion du dialogue multi-acteurs aux échelles locales, nationales et régionales, la promotion de la gestion concertée des ressources naturelles, le soutien à des investissements structurants par des infrastructures de sécurisation de l'élevage, la surveillance et le contrôle des épizooties et des maladies transfrontalières. Nous devons veiller de nos positions d'experts, de nos positions de représentants d'institutions, de nos positions de représentants de pays. Nous devons œuvrer à ce que ces 2 acteurs, agriculteurs et éleveurs qui nous nourrissent, puissent réellement s'épanouir de leurs activités. Les parties prenantes au projet PREDIP ont salué les progrès réalisés ces 5 dernières années dans le secteur agropastoral. Elles sont également unanimes à reconnaître que les besoins d'appui à ce secteur sont importants pour une pacification de la gestion des ressources naturelles, de la santé animale et de l'aménagement des infrastructures agropastorales. Ces ambitions, lorsqu'on en fait le bilan, ont-elles pu aboutir à des résultats palpables et durables? Cet atelier doit contribuer à répondre au-delà de l'énumération des activités qui ont pu être réalisées. Aujourd'hui, la mise en œuvre des programmes régionaux et multi-pays demeure un défi pour la coordination globale des interventions multithématiques menées tant à l'échelle régionale transfrontalière qu'au niveau des États. Elle doit s'opérer à travers ces différentes échelles qui exigent un investissement important dans le reporting et le partage de l'information. Elle doit concerner l'ensemble des acteurs. Nous souhaiterions que d'autres initiatives de ce genre qui cadrent avec les besoins de notre pays puissent se reproduire dans l'avenir pour soutenir la politique nationale en matière d'élevage. Je voudrais lancer un appel à l'endroit de tous les acteurs et des partenaires qui œuvrent pour la promotion de ce secteur à une solidarité agissante.
Les travaux durent 3 jours et permettront de tirer les leçons de la mise en œuvre du projet PREDIP. Il est envisagé un après-projet permettant de booster davantage le secteur agropastoral dans le Sahel et dans les pays côtiers. Et là encore, les regards sont tournés vers l'Union européenne. Voilà qui met fin à ce 13h au Bénin. Merci à toute l'équipe de réalisation et de rédaction et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt.